On pense souvent bien connaître les origines de notre monde, mais les histoires les plus intéressantes, elles se cachent parfois juste sous notre nez dans les choses les plus simples du quotidien. Aujourd'hui, on va suivre la trace d'idées, de mots et d'inventions qui ont voyagé à travers les siècles pour venir tisser une partie de ce que nous sommes. Prenons cette phrase, par exemple. Elle a l'air tout à fait normale, non? Permettez-moi de vous inviter à prendre quelque chose dans ce café. Prenez place sur le sofa, une tarte aux abricots, une invitation bien ordinaire. Mais si on commence à regarder les mots d'un peu plus près, Eh bien, on découvre toute une histoire. Le mot café vient de l'arabe kawa. Sofa vient de soufa. Sucre de soukar. Et c'est la même chose pour alcool, abricot, jupe, carmin. Tous ces mots qu'on utilise sans même y penser sont en fait de grands voyageurs. Ils ont traversé la Méditerranée depuis le monde arabe pour s'intégrer à notre langue. Juste ça, c'est déjà fascinant. Et ça nous amène à nous poser la question si cette influence est cachée bien en vue dans notre vocabulaire, où d'autres pourraient-elles bien se trouver? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, alors, allons-y. Et commençons avec un outil qui est à la base de presque toute la science et le commerce moderne. Quelque chose qu'on utilise tout le temps sans jamais y réfléchir, notre système de chiffres. ce tableau, il illustre la révolution de façon affrète. D'un côté, on a les chiffres romains, essayer de faire une multiplication avec ça, c'est long, c'est compliqué. De l'autre côté, la simplicité et l'efficacité de notre système actuel. L'arrivée de ces chiffres en Europe, ce n'était pas juste un changement de symbole, c'était carrément comme installer un nouveau système d'exploitation pour le cerveau. Et ce qui est incroyable, c'est que le mot qui est au cœur de notre monde numérique aujourd'hui, algorithme, vient directement du nom du savant qui a le plus contribué à diffuser ce système, Al-Khwarizmi. Au cœur de ce nouveau système, il y a une idée de génie, venue d'Inde et popularisée par le monde arabe, le zéro. Al-Khwarizmi l'a décrit de façon presque poétique. Ce petit cercle, cifre en arabe, ce n'est pas juste un chiffre de plus. C'est le concept qui rend possible tout le système de positionnement, la clé de voûte de nos mathématiques modernes. Et regardez le voyage que cette idée a fait. Elle apparaît en Inde vers l'an 400, puis Al-Khwarizmi l'adopte et la diffuse dans le monde arabe autour de 825. Et il faut attendre presque 4 siècles jusqu'en 1202 pour que Fibonacci, après avoir étudié en Afrique du Nord, commence à le faire connaître en Europe. Ça montre comment les grandes idées prennent leur temps pour traverser les frontières. D'accord, laissons un peu les chiffres de côté pour se tourner vers un domaine tout aussi essentiel, la médecine et surtout l'organisation des soins. Ce qu'on voit ici, c'est l'hôpital Mansouri au Caire, au 13e siècle. Et c'est franchement impressionnant. On parle de pavillons séparés pour isoler les maladies, de départements spécialisés, de médecins et d'infirmiers salariés, d'une pharmacie directement sur place et de dossiers pour chaque patient. En plus, sa charte fondatrice disait qu'il devait soigner tout le monde, riche ou pauvre. C'était une vision de la santé publique qui était des siècles en avance sur son temps. Et un point vraiment crucial, c'est l'invention de la pharmacie comme profession à part entière. On a commencé à séparer le rôle du médecin qui pose le diagnostic de celui du pharmacien qui prépare le remède. C'est dans le monde arabe qu'on a créé les premières pharmacies publiques réglementées. Ça peut sembler normal aujourd'hui, mais c'était une innovation majeure pour la sécurité des patients. Cette nouvelle approche, c'est aussi un nouvel état d'esprit. Écoutez cette citation d'Abd al-Latif, un médecin du 12e siècle. En gros, il dit « Avec tout le respect que j'ai pour les anciens comme Galien, je préfère faire confiance à ce que je vois de mes propres yeux. » Et ce n'était pas que des mots. Il a examiné plus de 2000 squelettes pour corriger des erreurs anatomiques qui traînaient depuis des siècles. C'est l'esprit scientifique en action. Et cette méthode empirique a mené à des découvertes majeures. Au 13e siècle, à Damas, le médecin Ibn al-Nafis est le premier à décrire correctement comment le sang circule du cœur aux poumons. Cette même découverte ne sera faite en Europe que 300 ans plus tard. 3 siècles de décalage. OK, on quitte maintenant le monde de la science pure pour aller se promener dans la culture et la vie de tous les jours d'Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne à l'époque musulmane. Ce tableau comparatif, il est assez frappant. On est en 950. D'un côté, on a Cordoue, une métropole de plus d'un demi-million de personnes, avec des rues pavées et éclairées, des centaines de bains publics, des dizaines d'hôpitaux. De l'autre côté, des villes comme Paris ou Londres sont encore, en comparaison, de petites villes sans ce genre de service. Le contraste est vraiment saisissant. Et cette influence d'Al-Andalus ne s'est pas arrêtée aux infrastructures, loin de là. C'est comme si des graines culturelles avaient été semées partout en Europe. L'arc en ogive, un élément clé de l'architecture gothique, il a été perfectionné là-bas. Le luth, l'ancêtre de la guitare, il a fait le même voyage. Et on pourrait aussi parler de poésie avec le concept du troubadour ou des jeux comme les échecs. Bon alors, quand on rassemble tous ces morceaux, qu'est-ce qu'on obtient?
qu'est-ce que tout ça nous dit sur notre histoire commune? Le point le plus important à retenir, c'est que ce ne sont pas juste des anecdotes ou des emprunts isolés. Ce sont des savoirs et des pratiques qui sont devenus des fils fondamentaux, tissés directement dans la grande toile de la civilisation occidentale, que ce soit en sciences, en médecine ou dans la culture. Une source résume cette longue période de cohabitation en Espagne en disant que l'âme espagnole a été fortement influencée par l'islam. Cette phrase, elle capture vraiment bien la profondeur de cette fusion culturelle qui s'est produite sur une très, très longue période. Et il faut bien réaliser l'échelle de temps. 781 ans. C'est la durée de la présence arabo-musulmane dans la péninsule ibérique. C'est presque 8 siècles. C'est une période de temps absolument énorme, plus que suffisante pour que des échanges culturels profonds et durables aient lieu. Au final, tout ce parcours nous rappelle que l'histoire, c'est rarement une ligne droite. C'est plutôt un immense réseau d'échanges et de conversations entre les cultures. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que notre vision du passé, et même de notre présent, pourrait changer si on prenait vraiment le temps d'écouter toutes les voix qui ont participé à cette grande conversation?